Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Un seul titre retenu pour l'actualité de ce lundi 20 février. La RDC assurée d'être candidate pour occuper le siège de membre non permanent au Conseil de sécurité entre 2026 et 2027 grâce au désistement du Burundi en faveur de Kinshasa. C'est une victoire que vient d'obtenir la République démocratique du Congo. De janvier 2026 à janvier 2027, le pays occupera un siège d'État membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'ambassade de la République de Burundi à Addis Abeba a fait savoir qu'après les consultations menées avec la RDC, Bujumbura se retire au profit de Kinshasa. Retire sa candidature comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies de 2026 à 2027. Devant ses pairs du continent africain lors du 36e sommet tenu à Addis Abeba, le chef de l'État Félix Tshisekedi a porté haut la voix de son pays en réitérant sa ferme détermination à défendre l'intégrité nationale du territoire et assurer la sécurité de sa population. Du discours à l'action, le président de la République a démantelé des fausses allégations et plaidé pour la prise de sanctions contre le régime de Paul Kagame. Suivez. La 36e session de l'Assemblée générale de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a été ouverte ce samedi dans un contexte particulier marqué par le 60e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Union africaine et les 20 ans de l'Union africaine. Dans leurs différentes allocutions d'ouverture, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres et tous les autres intervenants ont rendu hommage au père fondateur de cette institution panafricaine. Moussa Faki Mahamat a fait part de son profond regret de constater qu'en 60 ans, l'Afrique n'a pas pris son envol. Le continent est miné par des crises sécuritaires qui empêchent son développement malgré ses nombreuses richesses. À ce sujet, et prenant l'exemple de la République démocratique du Congo, le président sortant Macky Sall a salué la décision prise par les chefs d'État à travers les conseils de paix et sécurité en vue de ramener la paix à l'est de la RDC. En effet, les communiqués finaux de la CPS a enjoint les M23 et tous les autres mouvements terroristes de cesser immédiatement les hostilités et qu'ils se retirent sans condition de l'est de la République démocratique du Congo. Au cours de cette journée inaugurale, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a été investi à la présidente tournante de l'Union africaine pour cette année. Son bureau est constitué des présidents Masisi du Botswana, Évariste Ndayishimiye du Burundi et le poste de premier vice-président attribué à l'Afrique du Nord fait encore l'objet des tractations. Le président sortant Macky Sall, lui, assure le poste de rapporteur. Très actif dans la diplomatie secrète, le président Félix-Antoine Tshisekedi a réussi à faire élire Dr Jean Kasseya à la tête de CDC, le Centre africain de surveillance et de prévention des maladies. En marge du 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement a organisé à Addis Abeba sa 27e Assemblée générale ordinaire. Les Premières Dames d'Afrique, membres de cette organisation, dont la Première Dame congolaise Denise Onyakeru Tshisekedi, ont participé à ces assises qui ont eu pour thème combler les écarts en matière d'équité entre les sexes. Damani Mujinga. La première assemblée générale ordinaire du nouveau comité directeur de l'Organisation des Premières Dames africaines pour le développement, OPDAD en sigle, a été présidée par les Premières Dames Monica Gengos de la Namibie et Denise Nyakeru Tshisekedi de la République démocratique du Congo, respectivement présidente et vice-présidente. Pendant ces travaux, les Premières Dames d'Afrique ont passé en revue les rapports d'activité et financiers de 2022. Le rapport d'audit de 2022 et aussi examiné la question de mobilisation des recettes pour l'année 2023. Hormis ces sujets, les épouses des chefs d'État africains se sont penchées sur d'autres questions déjà abordées lors de la session passée, à savoir
l'organisation prochaine à Kinshasa des 20 ans de l'OPDAD, la restructuration de l'organisation ainsi que les priorités stratégiques de 2023 conformément au plan quinquennal stratégique de l'organisation. L'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement OPDAD a été créée en 2002. Sa mission est de contribuer à la santé et au bien-être des enfants, des jeunes et des femmes par des actions de sensibilisation, la mobilisation des ressources et des partenariats stratégiques. Sa vision est de développer l'Afrique avec des enfants, des jeunes et des femmes en bonne santé et autonomes. Ici, à Kinshasa, dans le domaine de la coopération, il y a eu un ballet diplomatique ce lundi à la primature où le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a échangé tour à tour avec les ambassadeurs des États-Unis d'Amérique et celui de la Suisse. Ce dernier a annoncé la visite prochaine du chef d'État suisse en RDC. Au menu des discussions, des questions de priorité mutuelle et d'intérêt commun, je vous laisse suivre les deux diplomates à l'issue de leur rencontre séparément avec le chef du gouvernement dans ces extraits choisis par Fiston Oleko. C'était une visite de courtoisie, mais nous avons abordé des questions sur nos priorités mutuelles et nos intérêts communs. Surtout, moi, j'ai signalé que les États-Unis soutiennent une RDC forte, stable, pacifique et attachée aux valeurs démocratiques. Nous savons que la paix ne peut pas réussir si l'intégrité territoriale n'est pas respectée. Aussi, nous avons discuté notre programme d'assistance qui est important, surtout dans les domaines de l'éducation et la santé, mais aussi pour assurer la protection de l'environnement et aider le développement économique pour les Congolais. Oui, c'était pour moi, en tant que nouvel ambassadeur de Suisse ici en RDC, une première occasion de rendre une visite de courtoisie au Premier ministre. Donc, une bonne occasion pour faire le point d'abord sur les relations bilatérales, donc de parler de l'engagement de la Suisse ici au pays, mais de parler aussi du fait que la Suisse, en tant que membre du Conseil de sécurité depuis le 1er janvier 2023, est donc souvent aussi en contact avec la RDC, vu que la RDC se trouve souvent sur l'agenda du Conseil de sécurité, et on a pu parler aussi d'une visite du président de la Confédération suisse qui devrait se faire ici en RDC. L'État congolais n'a presque rien gagné sur un revenu de 10 milliards de dollars américains dans l'exploitation de la Sycomine. Nous parlons là de ce fameux contrat chinois. Selon l'inspection générale des finances, la RDC n'a bénéficié que de 800 millions de dollars en termes d'infrastructures difficilement retraçables sur terrain, selon Jules Alingueté, chef de service de l'inspection générale des finances. Suivons-le dans cet extrait choisi par Dieudonné Boinali. Je peux vous dire globalement, la République démocratique du Congo a mis des gisements à la disposition de la Convention, des gisements dont la valeur est estimée à plus de 90 milliards de dollars américains. S'agissant de la constitution de la société Sycomine, le Congo n'a eu que 32% de parts, tandis que la partie chinoise s'est accaparée de 68% pour un capital sous-évalué de 100 millions de dollars. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, dans l'exploitation de cette convention, les entreprises chinoises ont eu déjà encaissé un gain évalué à près de 10 milliards de dollars américains, tandis que la République démocratique du Congo n'a bénéficié que de 822 millions en termes d'infrastructures. Faudra-t-il encore dans les 822 millions qu'on entre en profondeur pour réaliser qu'il n'y a aucune visibilité de ces 822 millions? À titre d'exemple, l'hôpital de Cinquantenaire se retrouve dans les infrastructures de l'ordre de 114 millions de dollars, alors que tout le monde sait que cet hôpital existait avant et qu'il ne s'agissait que d'une finalisation qui a été faite. Donc voilà autant d'éléments, mais il y a suffisamment d'éléments dans les rapports de l'inspection générale des finances qui démontrent que nous avions tout donné et nous n'avons presque rien eu. Il y a nécessité que cette convention soit révisitée. Le gouvernement congolais a adopté le texte de la politique agricole durable.
Présenté par le ministre de l'Agriculture Désiré Nzinga, ce texte vise à contribuer à la croissance de l'économie nationale et à assurer durablement la souveraineté puis la sécurité alimentaire des populations. Voldi Kenji. Présenté par le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birianze, ces textes de politique agricole durable visent à contribuer à la croissance de l'économie nationale et à assurer durablement la souveraineté et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, à augmenter les revenus des populations rurales, urbaines et périurbaines, à maintenir les conditions agroécologiques de la production agricole et à adapter l'agriculture au changement climatique tout en préservant les forêts et les zones de tourbières. Désiré Nzinga Birianze a souligné que ces documents se conforment au plan national stratégique de développement et prend en compte les engagements sectoriels auxquels l'État congolais a souscrit. Cette politique agricole durable a en outre l'ambition d'inspirer les révisions de textes juridiques et réglementaires à venir, en particulier ceux qui compléteront ou pourront modifier la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture du 24 décembre 2021. Pour sa matérialisation, 5 approches sont prévues. Il s'agit respectivement de approche renforcement de capacités, bonne gouvernance, inclusif et genre, territorial accès aux fonciers et à l'eau, décentralisation et renforcement de chaînes de valeur. D'après le compte rendu de la réunion gouvernementale hebdomadaire, 12 actions prioritaires sont identifiées dans ces documents. Le ministre de l'Agriculture promet également une série de mesures incitatives et les soubassements juridiques. Par ailleurs, un cadre de suivi-évaluation est prévu comme un élément clé du succès de la mise en œuvre de la politique agricole durable. La ville de Kinshasa abritera du 27 au 31 mars de cette année une réunion de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, consacrée aux questions de l'emploi et du travail. En prélude de ces assises, la ministre congolaise de l'Emploi et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, a précisé lors du Conseil des ministres du vendredi 17 février que plusieurs séances de travail ont eu lieu entre le secrétariat général de la SADC et le secrétariat général congolais de l'emploi et travail. Voldi Kenji. Deux parties ayant procédé à l'adoption de l'ordre du jour transmis par la SADC, au choix d'un site adéquat pour la tenue de ces assises, à la validation de lignes directrices et dispositions administratives protocolaires transmises par la SADC, ainsi qu'à l'élaboration du budget d'organisation de la réunion. Cette réunion de hauts fonctionnaires et des ministres en charge de l'emploi et du travail de la SADC sera une opportunité de réfléchir sur les voies et moyens pour faire face au chômage dans la région. Pour rappel, la ville de Kinshasa avait accueilli le 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique australe axé sur les thèmes promouvoir l'industrialisation par le biais de l'agro-industrie, de l'enrichissement des minéraux et des chaînes de valeur régionales pour une croissance économique résiliente. Lors de ces travaux, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, avait été choisi comme président en exercice de cette organisation régionale, succédant ainsi au président du Malawi, Lazarus Chakwera. Parlons sécurité à présent. La province de l'Ituri est plongée dans une spirale de violence à la suite des attaques et affrontements entre les groupes armés et les FARDC. Dans un rapport publié par l'Organisation des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, plus de 100 civils ont déjà été tués depuis janvier de cette année. Enoki Sei. Dans un rapport rendu public, l'Organisation des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires fait état d'au moins 120 civils tués et 80 autres blessés dans les attaques armées en territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri. Selon ce rapport, ces civils ont été tués en cette année 2023, principalement dans les entités de Linga, Mongboalou et Damas. Entre le 6 février et 12 février, au Chanotsk, 29 personnes ont été tuées et 4 autres blessées lors des attaques armées dans les 3 entités. Ces documents mentionnent également que ces attaques armées ont, depuis janvier 2023, causé les déplacements de 156 000 personnes du territoire de Djougou vers l'autre entité de la province. Entre 1er février et 11 février, une série d'attaques armées a ôté la vie à 51 civils dans une dizaine de villages qui environnent la cité des Komanda en territoire d'Irumu, rapporte OCHA, qui parle également de 11 000 personnes qui ont été contraintes de se déplacer.
Cette agence onusienne qui déplore cette situation constate que l'insécurité bloque l'acheminement de l'aide humanitaire aux nécessiteux. OCHA constate que le risque d'attaque contre les civils est encore élevé car les groupes armés locaux sont engagés dans les tensions intercommunautaires. En sport, les clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF ont livré une prestation catastrophique lors de la deuxième journée des phases de groupe de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. V-Club, Lupopo et le TP Mazembe ont été battus. Le Daring Club Motema Pembe, quant à lui, il a fait match nul. Blest Kuzola. Loin d'être morose, le week-end de clubs congolais engagés aux interclubs de la CAF a été catastrophique. En Ligue des Champions, l'AS Vita Club a été battu par Petro Atlético de Luanda sur le score de 2-1 ce samedi 18 février 2023 pour son premier match de la phase de groupe. Cette rencontre jouée à Brazzaville était considérée comme un domicile pour le club de Kinshasa qui avait choisi le stade Alphonse Massamba-Deba après que la CAF ait décidé de ne pas homologuer le stade de Martyr. Avec cette défaite, V-Club occupe la dernière position de son groupe derrière Petro, JS Kabylie et le Wydad Athletic de Casablanca. Pour rappel, la première rencontre devant opposer Vita Club au WAC ne s'était pas jouée puisque le club marocain participait au mondial de clubs. Pour son deuxième match de phase de poule de la Coupe de la Confédération, le football club Saint-Éloi Lupopo a été battu par Marumo Galent d'Afrique du Sud sur le score de 2-1. C'est dimanche 19 février 2023 au stade Lévi Mwanawasa en Zambie. Lupopo enchaîne donc une deuxième défaite en deux sorties après avoir été battu la semaine dernière par l'USM Alger en déplacement. Les jaunes de Lubumbashi sont derniers de leur groupe avec 0 points, derrière Marumo Galent, ISM Alger et Al Akdar de la Libye. Le tout-puissant Mazembe a été battu à son tour par Young African de la Tanzanie sur le score de 3-1 ce dimanche 19 février 2023. Après sa victoire à domicile 3-1 contre le Real Bamako il y a une semaine à Lubumbashi, Mazembe s'incline sur le même score en déplacement. Les Corbeaux occupent désormais la troisième place du groupe derrière Monastir de la Tunisie et Young Africans de la Tanzanie. Le prochain match de Mazembe est prévu dans une semaine contre l'US Monastir en déplacement en Tunisie. Le Daring Club Motema Pembe a quant à lui fait un match nul des 0 buts partout, c'est dimanche 19 février toujours, face à la formation de Diable Noir du Congo-Brazzaville au stade du 11 novembre de Luanda en Angola. Avec ses scores de parité, Diable Noir prend la tête du groupe avec 4 points suivis des Rivers United. Alors que le Daring Club Motema Pembe occupe la troisième place de ce groupe avec 2 points et ASEC Mimosa est dernier avec 1 point. Toujours en sport, le comité exécutif de la Fédération congolaise de football inflige une sanction à son secrétaire général Beige Sitoatala et réduit ses compétences après sa réunion extraordinaire tenue ce lundi 20 février. Il est désigné comme responsable du choix du stade de Japoma du Cameroun. Le nom du stade et de la dite sanction seront communiqués incessamment. 18 février 2006, 18 février 2023, jour pour jour, le groupe Géopolis totalise 17 ans depuis sa création. À cette occasion, une excursion a été organisée au site touristique Anka Beach, situé dans la commune de Linsele. Cette date marque également la naissance de l'initiateur de Géopolis, William Albert Kalingai. Edouard Funda. C'est dans une ambiance festive que cette journée a été ouverte par les agents et cadres du groupe Géopolis Forum qui ont en même temps célébré la création de leur entreprise et la naissance de l'initiateur de Géopolis, M. William Albert Kalingai. À Anka Beach, un site touristique situé dans la commune de Linsele, la journée où la République démocratique du Congo célèbre également la 17e année de la Constitution a été ouverte par le mot des circonstances du directeur général du Géopolis Forum, William Albert Kalingai, et du directeur de rédaction, Patrick Ilunga. Je suis content parce que la vie, c'est la sémence, la croissance, la maturation, mais la transmission. Si vous ne transmettez pas, c'est comme si vous n'avez pas vécu. Dieu a fait de nous que nous sommes mortels. Nous avons un jour où nous naissons et un jour où nous disparaissons. Mais nous restons vivants si nous parvenons à transmettre aux plus petits
d'entre nous cette semence que nous avons eue. Et la plus grande semence que quelqu'un peut développer et transmettre aux autres, c'est essentiellement l'amour. C'est l'amour. Si vous transmettez l'amour, l'amour va produire le travail, la famille, les biens, les conforts, parce que l'amour est une force. Aujourd'hui, je suis content parce que c'est une fête d'anniversaire. L'anniversaire pour la naissance biologique, parce que je suis né ce jour, mais aussi pour la naissance intellectuelle. Géopolis est un enfant aussi. Il a été conçu. Ça fait 17 ans que Géopolis existe. Moi, je suis là depuis je vais entamer ma 7e année au mois de mars, donc le mois prochain. J'imagine que ces 17 ans n'ont pas été un long fleuve tranquille, comme on dit. Donc, si nous nous retrouvons aujourd'hui à célébrer Géopolis, ou bien les 17 ans de Géopolis, nous le devons d'abord à un homme qui n'a jamais vacillé dans sa mission, un homme qui a une vision et qui est investi d'une mission. Je crois que Géopolis a vu beaucoup de gens passer. Je suis journaliste, donc ma sensibilité est d'abord de m'adresser aussi aux journalistes. Géopolis a vu beaucoup de journalistes passer, des gens qui se sont découverts un talent, qui se sont découverts des vocations, étant justement au contact de ce que j'appelle moi la sève de cet arbre qui est Géopolis. En Afrique, on a très peu de marques. Vous allez ailleurs, vous allez trouver des marques qui existent depuis 200 ans, par exemple. Donc, Géopolis qui a réussi à se faire un nom, à devenir une marque, nous devons aujourd'hui nous investir pour que cette marque perdure et, on va dire, soit pérenne, même après la retraite de son géniteur. Je vous remercie. La cérémonie s'est poursuivie par une conférence débat sous le thème « Les réformes institutionnelles en RDC ». Animée par Alain Ikala, cette séance a permis aux invités de comprendre les problèmes du développement de la République démocratique du Congo. Le débat d'aujourd'hui, comme vous le voyez sur le titre, c'est quelles sont les réformes essentielles qu'il faudrait faire en République démocratique du Congo. Donc en gros, où est-ce qu'on devrait commencer si on veut développer le pays? En gros, c'est ça la question. Quand on pose cette question, quelles sont les réformes essentielles? La première des choses à se poser, c'est de quoi les gens ont besoin de manière essentielle, tout de suite. Il faut d'abord commencer par ça. Lorsqu'on regarde la République démocratique du Congo, 73% des Congolais vivent avec moins de 1,9 $ par jour. Donc, 73% des Congolais sont pauvres. Et aussi, 33% des Congolais sont en insécurité alimentaire. Donc, 3 Congolais sur 10 n'arrivent même pas à manger à sa faim. Donc, si on devait se poser la question, quelle est la priorité pour la population, c'est assez clair. Quand quelqu'un n'arrive même pas à avoir 1 $ par jour pour vivre et que 33% de la population, 33% de la population, juste pour vous dire, ça fait 27 millions de personnes qui n'arrivent pas à manger tous les jours en RDC. Donc, ils sont en insécurité alimentaire. Donc, si on doit faire une réforme, les réformes doivent répondre à ces besoins. Parce que tant que ces besoins ne sont pas répondus, le reste, il ne faut même pas penser. On dit souvent, quelqu'un qui a faim n'a point d'oreille. Et c'est vrai. Quelqu'un qui a faim, vous ne pouvez pas lui parler de changement climatique, d'intelligence artificielle, pendant qu'il n'arrive même pas à manger. Ce n'est pas possible. Juste après cette conférence qui a abouti par un jeu de questions-réponses, un cocktail a été servi. Ce, après un match de football livré entre l'équipe de la famille Kalengai et les travailleurs du groupe Géopolis, mais également une détente. Dans la joie, c'est aux environs de 17 h que cette journée a pris fin et l'équipe a pris la route du centre-ville. Dans le reportage, il ne s'agissait pas de la voix d'Edouard Funda, mais plutôt, vous avez connu la voix de Kouzola. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières.
La Banque africaine de développement a alloué un montant de 65 milliards de francs CFA dans le fonds Tide Africa pour développer les startups technologiques en Afrique. Tide Africa Fund est une prise de participation pour soutenir la croissance des startups innovantes en Afrique. Edouard Funda. Dans le but d'appuyer le développement des startups évoluant dans le marché des technologies en phase de pré-amorçage et d'amorçage, dans les pays d'Afrique subsaharienne, à commencer par le Nigeria, le Kenya ainsi que l'Afrique du Sud et l'Égypte, un fonds de 65 milliards de francs CFA a été décaissé par la Banque africaine de développement. Il s'agit de financement à long terme sous forme de prise de participation par le biais d'actions privilégiées. Cette dotation permettra de créer environ 4 384 emplois et la génération de 904 millions de dollars des recettes fiscales au profit des gouvernements africains sur la période de 2023 à 2032. En outre, 1438 emplois supplémentaires devraient revenir aux femmes au niveau des entreprises bénéficiaires, ce qui correspond à 32,8% de la création totale d'emplois supplémentaires. Selon la BAD, l'Afrique abrite un marché de technologies à croissance rapide. Toutefois, l'accès au financement des démarrages reste encore une problématique. Une situation qui ne manque pas d'affecter négativement le potentiel de croissance des startups sur le continent. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.